Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au cœur de l'écho, la nouvelle émission de Challenge. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Forlini, fondateur de GTM Nexus 360, qui accompagne les entreprises dans leur stratégie go-to-market et sa mise en œuvre. Avec lui, nous allons voir comment structurer une croissance concrète et mesurable et comment l'alignement entre marketing, sales et revenus est devenu essentiel. Bonjour Olivier et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de votre invitation. Alors déjà, en quelques mots, comment est-ce que vous définiriez GTM Nexus 360 ? En quelques mots, c'est un vrai challenge. Mais fondamentalement, c'est une approche, c'est une démarche de pilotage stratégique pour accompagner les dirigeants de PME et d'ETI, pour leur permettre de décider de façon non plus intuitive, mais de façon objectivée, mesurée et comparée. On travaille et on mesure et on analyse et on mesure la stratégie go-to-market d'une entreprise selon trois leviers de business, en fait. La stratégie en elle-même, qui est le positionnement, et trouver un avantage concurrentiel pour lui permettre de tirer un petit peu la table à elle. Le deuxième aspect, qui est l'image de marque, c'est trouver les messages qui sont pertinents pour accompagner cette stratégie. Et le troisième, qui est la réputation, qui sont en fait les éléments de perception où sont logés les moteurs de comportement de support et qui vont supporter bien sûr le business dans sa globalité. C'est vrai qu'on parle beaucoup de plus en plus de la stratégie go-to-market. Pourquoi c'est devenu si essentiel selon vous ? C'est un vrai facteur, c'est un vrai levier de business et je dirais levier économique direct. La stratégie go-to-market définit le pricing, définit le taux de conversion des clients, définit également le coût d'acquisition des clients et surtout la croissance. Sans ça, il n'y a rien finalement. Non, c'est absolument fondamental au business de l'entreprise. Donc c'est clair. Votre approche, elle est très orientée exécution. Pourquoi c'est le point de rupture entre une bonne stratégie et une stratégie qui fonctionne réellement ? Les PME, en l'occurrence, Ouais. on le sait bien, le tissu économique français est plein de PME qui ont plein d'idées, mais peu d'entreprises finalement sont capables vraiment de concrétiser ça en très forte croissance. Donc si on redéfinit un petit peu rapidement ce qui est une bonne stratégie, c'est quelque chose qui est piloté. Donc piloté, ça veut dire qui est mesuré, qui est décliné en actions concrètes opérationnelles, qui est fondamentalement managé, implémenté au sein de l'entreprise et qui est piloté avec des chiffres, comme on pilote une entreprise en règle générale. Alors, comment vous faites ça, vous, quand vous arrivez dans une entreprise ? Qu'est-ce qu'un dirigeant reçoit aussi à l'issue d'une mission avec GTM ? La première chose qu'il va recevoir, c'est une analyse des leviers qui sont liés à son écosystème, à son environnement, avec des segments de marché sur lesquels il peut s'appuyer justement pour appuyer sa stratégie différenciante de go-to-market. Le deuxième aspect qui est son positionnement, une analyse objectivée de son positionnement, avec aussi la perception externe de son entreprise, le tout étant chiffré. Et le troisième élément, c'est un plan d'action, parce qu'effectivement, on fait des recommandations, on va chercher à lui permettre d'implémenter ça au plus vite. Vous insistez sur un point important, c'est l'alignement. Non des planètes cette fois-ci, mais presque, entre le marketing, sales et revenus. Pourquoi cet alignement il est encore si difficile à atteindre ? Pourtant, il semble si logique dans beaucoup d'organisations. Alors, toutes les organisations, de toute façon, ont le même problème, qui est un fonctionnement en silo. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a effectivement ce problème d'alignement qui se traduit par, pour prendre un exemple, entre la vision stratégique d'un dirigeant, la façon dont cette idée est appropriée par son équipe management, la façon dont elle est véhiculée en interne de l'entreprise. Et si on pense à l'externe de l'entreprise, c'est encore pire. Et donc, généralement, qui dit alignement dit souvent incohérence des messages qui ne sont pas clairs, qui dit incohérence, surtout perçue à l'extérieur de l'entreprise, dit du business en moins. Fondamentalement, ça casse une chaîne vertueuse. Et le rôle de ce que fait GTM Nexus 360, c'est justement d'apporter, rentrer dans cette logique de cercle vertueux business. Et puis d'être le relais entre les différents membres aussi, j'imagine. Oui, absolument. Déjà d'objectiver, de faire en sorte que lorsqu'on fait une restitution, il y a toujours bien sûr une restitution aux dirigeants, mais aussi aux équipes dirigeantes. Ça peut être le comité de direction, mais ça peut être simplement les équipes managériales, opérationnelles. C'est faire en sorte que les gens puissent s'approprier, adhérer au projet, s'approprier, parce que finalement, c'est eux qui vont piloter et implémenter les recommandations que l'on va faire. Alors justement, quelles sont les erreurs que vous observez le plus fréquemment dans les stratégies go-to-market ?
Alors, la première erreur, elle est liée au fait de prendre des décisions qui ne sont pas arbitrées. On revient au point de départ, c'est qu'effectivement, l'arbitrage est fondamental. Il Ok. faut pouvoir décider en connaissance de cause pour faire ça. Le deuxième élément que je vois qui est généralement assez marqué, c'est de ne pas considérer les aspects immatériaux de la stratégie go-to-market, l'image de marque et de la réputation, Mhm. considérés comme ça accessoires, alors que c'est fondamentalement, puisque c'est là où sont les ressorts Mhm. de business et les leviers d'achat. Un autre élément, effectivement, qui peut être lié à ça, si on reprend un petit peu cet enchevêtrement, c'est que derrière, il y a pas, il y a l'effet qu'on a évoqué, pardon, Mhm. des silos Mhm. qui cassent, mais il n'y a pas cette notion de pilotage et d'arbitrage qui sont Mhm. fondamentales. Alors justement, en parlant des leviers, les leviers les plus puissants pour accélérer concrètement la croissance aujourd'hui, ça serait Le quoi? premier levier, il est très simple, c'est la proposition de valeur. C'est Ok. retravailler sur la proposition de valeur parce que c'est de là qu'on va positionner les aspects différenciants du produit, de l'offre, de Mhm. l'entreprise par rapport à son écosystème. Mhm. Le deuxième levier, une fois qu'on a fait cet aspect, c'est d'unifier justement le process go-to-market, image Mhm. et réputation pour qu'on ait une fluidité et Une cohérence, une ouais. cohérence et une portée des messages. Et le troisième, c'est de le piloter. C'est Mhm. effectivement de rentrer dans une logique où on planifie, on implémente, on pilote et on ajuste. Vous accompagnez différents types d'entreprises, on l'a dit. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret d'une transformation de résultats que vous avez pu obtenir grâce à votre approche? Un Oui, exemple terrain. Oui, dans le terrain, la plupart du temps, lorsqu'on intervient, on a une entreprise qui a un produit ou un service, peu importe, Mhm. mais généralement, cette proposition de valeur, cette différenciation n'est pas marquante. Mhm. On a Vous êtes dans, souvent pardon, du coup, vous êtes dans tous les domaines. tout secteur d'activité. Ok, tout Très secteur. sincèrement, c'est tout secteur d'activité, les dynamiques sont les mêmes. On va Mhm. analyser effectivement celle du marché et on Mhm. va s'apercevoir qu'effectivement, cette différenciation souvent est pas, en tout cas, ne génère pas suffisamment Mhm. d'adhérence client et business. Mhm. Donc ça, c'est le point de départ. Ce qu'on fait, c'est on travaille sur tous ces éléments pour apporter cette cohérence Mhm. et faire en sorte que le message soit beaucoup plus porteur. Et Mhm. donc, on va travailler sur l'attractivité de la société. Et le troisième élément, c'est qu'effectivement, une fois qu'on a fait ça, ben, on va voir tout de suite les résultats qui vont arriver sur le taux de conversion. Donc, des campagnes marketing sont beaucoup plus efficaces, un meilleur Mhm. taux de conversion. On a un coût d'acquisition de clients qui va être plus réduit. On va avoir un cycle de vente qui va se réduire. Les process durent combien de temps? Alors, nous, notre analyse est immédiate. Le plan d'action est délivré sur une timeline de 30, 60, 90 Ok. jours. Mais les notions de conversion, typiquement sur des campagnes, sur des campagnes marketing, choses semblables, sont immédiates, puisque si les messages sont clairs, on a un taux de retour qui est vite, qui est vite là. La finalité, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires. On est bien d'accord, Mhm. mais il y a différents process Un et il faut exemple arriver. concret de quelqu'un que vous auriez accompagné Alors oui, tout à fait. Taux de conversion, généralement, on a vite 20 à 30% de plus. Donc Ok, ça, c'est déjà ok, important. c'est très Évidemment, mesurable. augmentation significative du pipeline. Et en termes de chiffre d'affaires, on est vite à entre 15 et 20% en Ok. termes de retour. Donc c'est vite jouable. Bah, c'est vrai que ce qui vous distingue, c'est avant tout cette approche qui est très opérationnelle par rapport à d'autres cabinets. Ce qui vous différencie concrètement d'un cabinet dit plus traditionnel, ça serait quoi selon vous? Alors, le premier, c'est on est dédié sur les PME ETI. Donc, ça Ouais. veut dire qu'on a aussi un positionnement tarifaire qui est tout à fait compatible avec les Oui, capacités parce que peut-être qu'ils se sentent moins légitimes de faire appel au départ à ce genre Alors, de c'est un cabinet. bon point. Ils se sentent moins légitimes. La réalité opérationnelle, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de se payer les grands cabinets. Pour avoir passé 25 ans dans ces grands cabinets, je suis bien passé pour le savoir. Ces cabinets fonctionnent de toute façon en mode silo. Donc, notre véritable Mhm, originalité, c'est d'assembler, de travailler sur cet ensemble, sur process que mhm. j'ai évoqué, parce il est extrêmement innovant dans son approche, mais il est excellemment marquant, finalement, en termes de résultats. On a donné quelques chiffres, quelques résultats. Comment est-ce que justement vous mesurez la performance de vos actions concrètement sur le terrain et le ROI pour vos clients? Alors, la première chose, on va mesurer les actions directes commerciales. On a parlé de taux de conversion, de chiffre d'affaires. Ça, c'est, je dirais, des métriques qui sont assez simples à avoir Mhm, et on les voit bouger très, très vite. On va mesurer des aspects qui sont plus liés
au positionnement de l'entreprise et donc des résultats en termes de perception, l'attractivité, la différenciation, le taux de confiance que vont avoir les clients ou les prospects dans cette entreprise. Et puis après, on va mesurer justement cette notion d'alignement de messages, le fait d'avoir quelque chose qui soit bien perçu. Et au niveau en l'occurrence des commerciaux, on va vite voir le bénéfice sur ces messages. Ça se mesure et ça s'analyse très facilement. On peut peut-être en parler, mais l'IA est absolument remarquable pour ce genre de choses. Oui, j'imagine. Comment est-ce que vous voyez évoluer les stratégies go-to-market dans les prochaines années ? Alors, je mentionnais l'IA, mais pour moi, c'est le premier, c'est l'élément vraiment nouveau qui est vraiment différenciant aujourd'hui, c'est que l'IA est capable effectivement de mesurer et l'IA va permettre à un client ou un prospect d'anticiper. Il y a des études qui démontrent que les 2 tiers du parcours d'achat d'un client est déjà fait lorsqu'il prend contact avec un service commercial. Pourquoi ? Parce qu'il va utiliser tous les outils, dont l'IA évidemment, qui est aujourd'hui un énorme prescripteur. Donc ça, c'est un élément qui est fondamental. Le deuxième, je dirais, c'est ce travail sur la perception. La perception de l'entreprise à l'externe, elle est redoutable avec l'IA, justement, parce que l'IA met le doigt immédiatement sur la cohérence. Donc une entreprise peut devenir incohérente ou l'IA peut mettre en exergue ses faiblesses, justement parce qu'elle n'est pas suffisamment organisée, structurée. C'est vrai que c'est un outil exceptionnel quand on sait le maîtriser. Pour conclure, votre ambition pour les prochaines années, pour GTM Nexus 360. Ma première ambition, elle est légitime, c'est déjà de faire en sorte que mes clients, je puisse leur apporter de la valeur, que l'entreprise leur délivre de la valeur. Ça, c'est la première ambition. Après, j'ai 2 convictions. La première, et qui sont un petit peu liées, la première conviction, c'est que je voudrais justement, venant de grands cabinets, démocratiser ces outils, ces réflexions stratégiques auprès des dirigeants de PME, parce que j'ai été moi-même entrepreneur et j'ai cette fibre prononcée. Et le troisième élément, c'est effectivement faire en sorte que les dirigeants de PME arrêtent de piloter leur entreprise sur des aspects business par intuition, mais reviennent sur quelque chose où il y a de la structure, de la méthodologie, et donc avoir des prises de décision qui soient arbitrées. Merci beaucoup pour cet éclairage, Olivier. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.